faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Un podcast dans une semaine bien chargée, on en parlait avec Jacques Monclar qui est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bonjour Baptiste. Cette fameuse Dream Week, comme on l'a surnommée sur beIN Sport, qui a déjà bien commencé dès dimanche avec les Spurs face au Heat à un bel horaire. Le MLKD dont on va revenir, on va dire quelques petits mots quand même après les matchs d'hier soir, et puis forcément les deux matchs à Paris du NBA Paris Game entre les Spurs et Indiana jeudi et samedi soir. Oui Jacques, on va revenir on aura le temps de revenir sur ces NBA Paris Game, mais avant on a eu une belle petite soirée hier soir, le MLKD. Est-ce qu'il y a un match qui tout de suite... Déjà on rappelle, Martin Luther King, le troisième lundi du mois de janvier, c'est un jour férié, donc on célèbre ce discours de paix et de liberté. Et c'est un truc qui est cher au basket, qui est cher à la NBA, cher à tout le monde. Quand on diffuse, on est content, et puis les salles sont pleines, et il y a un côté hommage qui est permanent. Les joueurs sont très fiers de ça aussi. Voilà, les coachs aussi. Oui, on a eu une belle soirée. Le match qui s'est retourné, c'est le match entre les Wolves et les Grizzlies, et les Wolves à force laissent passer beaucoup d'opportunités, et je pense que taper dans le top 4 va devenir de plus en plus compliqué pour eux. À l'inverse, les Grizzlies ont fait une belle opération, d'autant que Houston s'est fait attraper à la maison par des Pistons qui commencent un road trip à l'ouest, et qu'ils commencent bien. Donc, et qui reste toujours à la barre des 50%, ce qui est remarquable pour les Pistons, qui sont une des bonnes surprises. Bon, les Cavaliers ont repris leur chemin et ont dérouillé Phoenix. Ça montre encore que Phoenix est vraiment pas que encore Nick au point. Richards est passé de 21 points à 4 points. Qu'il va falloir que tout ça trouve une stabilité. Il y a 2-3 équipes. Tu te demandes s'ils n'auraient pas intérêt à faire une croix sur la saison, jouer Cooper Flag. Et... Il n'y en a pas qui se le disent déjà, ça? Ah non, mais il y en a qui y sont, on le sait. Mais vous pensez auquel, du coup, qui était attendu haut. Oui, voilà, oui. Je veux dire, qui était attendu haut et qui pourrait se trouver dans une situation d'ici 2 semaines dramatique. Vous pensiez à Phoenix, du coup, par exemple? Pourrait en faire partie. Et surtout Philadelphie. Oui, il y a aussi, c'est jamais ordinaire quand entre Boston et les Warriors, ça se termine à 40 pions. Ça fait mal quand même. Oui, après t'as pas Kuminga, t'as pas ce bon Draymond Green aussi est absent. C'est une équipe faible. La line-up au départ, elle est toute petite avec Gary Payton et les deux petits derrière. Bref, ça peut pas jouer. Et puis on a eu un bon match de Charlotte qui a réussi à scotcher des Mavs bien endormis. Gafford, soi-disant en rumeur de transfert, c'était évidemment le meilleur. Et puis de l'autre côté, ma foi, la Melo Ball met des paniers. Ça avait pas. J'ai trouvé que ce match avait ni queue ni tête, mais le fait est que Charlotte a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. C'est suffisamment rare pour qu'il le savoure. Avec un bon Moussa Diabaté, on peut le noter. Très bon. John Salin, lui, est envoyé en G-League. Et puis les Hawks, sans accusation blessé, qui sont restés courts à New York. 9 balles perdues pour Trae Young. Qui nous a parfait le coup de la NBA Cup. Non, il a été très adroit, par contre. Il a mis dedans. Mais New York a quand même bien défendu sur lui. Il nous misait 6 passes d'Est pour 9 balles perdues pour le meilleur passeur de la Ligue, qui est entre 11 et 12 par match, et qui n'en perd pas tant que ça. Voilà, lui qui est une des satisfactions de ce début de saison NBA, dans le niveau, bien sûr, chez Gilgeous et Claboustou, Giannis et Jokic, du fait des résultats de leurs équipes respectives, remontent dans les charts, et c'est bien normal tant ils sont dans l'excellence, mais je trouve que
il y a des joueurs qui piochent un peu, nos Bostoniens par exemple. Ouais, mais bon, on parlait du cruise control souvent la saison dernière. Ouais. C'est plus difficile quand on est champion. Ouais, c'est ça. Tu te mets à ronronner, et puis est-ce que ça leur met pas un coup sur la tête de voir le niveau de jeu des Cavaliers et la manière dont ils sont qu'à 6 défaites, c'est ça, 6-7 défaites. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ils sont monstrueux. Quoi. J'ai pas l'impression que ça leur fait si peur que ça, moi. Mais bon, c'est. Ils savent déjà qu'ils n'auront pas l'avantage. Oui, ça c'est. Plus que probablement en finale de conférence. Ils sont plus près d'avoir les Knicks, qui sont quand même irréguliers, qui viennent les chatouiller, que d'aller chercher Cleveland. Ça, c'est une réalité, c'est factuel. Après, il y a la manière de jouer, il y a les absences. On se rend compte que quand même, quand il n'y a pas Porzingis et Horford, si le niveau en face est solide, il faut vraiment que Brown et Tatum performent, que Pritchard continue à être ce qu'il a été depuis le début, c'est-à-dire un top joueur. Enfin voilà, est-ce que tout ça va bouger à la trade deadline? J'en sais fichtrement rien. Peut-être des petits ajustements, mais ça devrait à Boston, je sais pas, peut-être, partout. Ah oui. Je pense que c'est l'occasion qui fera le larron, là, avec la grosse incertitude Butler. Est-ce qu'il serait pas parti pour rester, finalement? À partir du moment où le mec, ça se passe comme ça se passe, il dit on est là où on en est, ok. C'est vrai, indéniablement. Et qui dit je préfère Phoenix à tout autre, qui coupe un peu l'herbe sous le pied à toute autre option. C'est déjà compliqué. Celui qui tient les cartes, c'est Bradley Beal, parce que il a une no trade clause dans son contrat. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand monde quand même à vouloir. C'est 50 millions par an quand même. Ouais. Alors peut-être qu'il accepterait après. Enfin bref, j'en sais rien. Mais pour l'instant, des équipes dans l'urgence, et quand elles y sont, c'est rigolo, on pourrait en parler de ça. Steph Curry qui dit moi je veux pas mettre en péril l'après-franchise, l'après-moi. Le post-Curry financier, bon certes il est très cher payé. Draymond Green est moins cher payé, mais trop cher payé. et il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Si ça les amuse de prendre 40 pions à la maison par une équipe qui joue vraiment le titre et qui en plus est champion en titre, ok, mais c'est arrivé trop souvent cette année. Et est-ce que ça, c'est pas mettre en péril aussi la franchise ? C'est compliqué, Certes, il y a des blessés, certes, il y a tout ça, mais est-ce que c'est pas aussi mettre en péril la franchise que de prendre des tôles comme ça à la maison ? Et donc prendre un joueur comme Jimmy Butler, ça pourrait... J'en sais rien, mais faire quelque chose. Remixer... en début de saison, les Warriors, ils sont sur la lune. La blessure de DeAndre Hamilton n'a pas été neutre du tout, parce qu'elle a perturbé un ordonnancement, un fonctionnement. On s'était permis de le dire ici. Et là, ils ont perdu le mojo. Et par contre, s'il faut faire un changement, ça veut dire... soit Kuminga, soit Wiggins en monnaie d'échange. Tout peut. On a l'impression qu'ils savent pas trop... Non, ils sont ouverts à tout. Steve Kerr avait bien impliqué au début de saison 12 joueurs. On se demandait jusqu'où ça irait. Ça irait que dès que la machine a eu des ratés ici ou là, tout est parti en vrille. Et si on fait le ratio après 15 matchs jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 25 de plus, à peu près, il est catastrophique pour les Warriors. Voilà. Ça, c'est factuel. Après, ne pas vouloir en remettre en cause et tout, ils sont gentils, mais ils sont en train de tomber dans la baie, là. Hein. Hey. Et le départ de Klay Thompson avait déjà été un premier... Dans l'image, dans plein de choses. On en avait parlé aussi. Mais peut-être pas tant que ça dans le jeu, parce que Kuminga a vraiment émergé, mais c'est pas tout à fait le même poste, parce que Steph était fort, l'arrivée de Schroeder est un flop assez inexplicable. Quand on voit le niveau qu'avait Schroeder cet été aux Jeux Olympiques, avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne et après, en début de saison, avec les Nets. Alors certes, c'est un jeu différent, mais quand même, il y a un tel delta. Draymond Green, qui, quand il a été bon au début, puis après, il est blessé, il est énervé, il sort du jeu. Les jeunes qui sont... Jackson Davis,
Voilà, pas mal. Mais après... Ouais, Podziemski a complètement aussi... Il est en train de plafonner, on verra. Hein. C'est fragile, les joueurs. Il peut sortir dans un moment, il ne s'agit pas de leur tirer dessus. On constate qu'en ce moment, le mec, il tape dans le mur. Voilà. Vous vouliez faire un petit bilan, tiens, pendant qu'on y est, on fait un petit tour. Les flops. Vu que c'est un peu moi, je suis tristouné pour les fans de Philly, quoi. Ouais. Parce que ça fait 10 ans qu'on vend du process. À l'heure actuelle, à ce jour, on est le 21 janvier. On n'a aucune news du fonctionnement que peut avoir Joel Embiid d'ici la fin de saison. Paul George est en cristal depuis son transfert et sa dernière année aux Clippers, et il leur coûte une blinde. La vraie satisfaction, c'est Gershon. Alors, il y a coup de blues et il y a coup de cœur pour ce que réalise Gershon, même s'il a le genou droit qui gonfle un peu. Mais forcément, à force de jouer autant... Oui, et puis les impacts, et puis il joue bien dans la boîte, donc même s'il met des paniers à 3 points, il est au contact aussi défensivement, rebond, ça brasse un peu, hein, quand même. Clairement, ça occupe. Voilà. Là, ils sont 11e, est-ce qu'on peut quand même les espérer au moins en play-in? Moi, je trouve que le top 4, alors Milwaukee tape grand train derrière, les Pacers sont vraiment sur un rythme très élevé. Je pense qu'ils ne reverront pas les 5 premières places. Il faut voir comment va évoluer Orlando. Parce qu'une fois qu'on a parlé de ces 3-là, il reste les Knicks, Boston et Cleveland, donc ça fait les 6 de play-off. Les Bulls sont toujours aussi étonnants. Ils en perdent 3, ils sont capables d'en gagner 4, d'en perdre 2, d'en gagner 1. C'est un peu... Les Hawks, c'est un petit peu... mieux. Un peu au-dessus, je pense. Trae Young fait partie, je le répète, des joueurs qui, depuis la saison, de la maturité, c'est bien, c'est bien. Et puis, Jalen Johnson est une vraie révélation. Même s'il est encore un peu frustre au fil des matchs, mais physiquement c'est un avion de chasse. DeAndre Hunter fait de belles saisons, Zachary Zaché qui est blessé joue dans un contexte de haut niveau quand même, et regardez ses moyennes, il y a la douzaine de 11-12 points, voilà. Le petit coup de cœur d'hier sur le match de Moussa Diabaté qui s'est bien jeté partout comme il sait faire, avec Charlotte où c'est quand même quelque chose. Ouais. C'est désordonné, on va dire. Désordonné, c'est à la serpe, c'est... Voilà. Et à l'ouest, il y avait un petit... chez Gilgeous, pour l'instant. Ouais. Et on verra ce que ça va donner avec le retour d'Hartenstein et de Chet Holmgren. Mais jusqu'où va aller OKC? Est-ce qu'ils vont avoir avalé la NBA Cup de cette année? La demi-finale de conf de l'année dernière où ils s'étaient étouffés alors qu'ils étaient déjà numéro 1, mais pas avec 6-7 matchs d'avance. Derrière, Houston est une belle et bonne surprise, même si là, ils se sont fait taper sur les doigts par Détroit. Alors Détroit, c'est un peu un coup de cœur aussi, hein, parce qu'on parle de Cade Cunningham, ils sont sans Jaden Ivey en plus, Jalen Duran qui hier, j'y pense avec Houston, parce que hier il a fait du petit bois avec Şengün. Voilà, il y a des endroits où le basket va bien, Houston, Memphis, ça va bien. À Los Angeles, pas trop mal. Pas trop mal, même si là, les Clips... Attention, oui, c'est instable. Les Clips se sont fait attraper, comme les Lakers font une perf par Chicago à la maison. Lavigne qui leur en met 35. Et les Lakers qui sont capables de beaucoup et parfois de peu. Mais qui sont pas mal placés parce qu'il y a des accidents pas industriels. Bon, Denver est en train de prendre un rythme, puis le Joker est infernal, Westbrook s'éclate, bref c'est vivant. C'est vivant et ça reste incertain, on va en tout cas avoir une belle deuxième partie de saison. Oui, je pense, parce qu'à l'ouest, jusqu'aux Spurs et Phoenix, qui sont en ce moment, et Golden State, ça fait 12 équipes pour 10 places. De l'autre côté... Donc les premières places qui sont quasiment assurées. Il me semble que les 6, on les connaît. Oui. Après, c'est rigolo de voir Détroit. Il faut voir jusqu'où peuvent aller les Pacers et Milwaukee, qui sont 2 équipes, l'une qui a gagné la NBA Cup, l'autre qui était finaliste de conférence, qui ont eu des débuts exécrables, mais qui là montrent des choses. Le développement de Détroit est intéressant aussi. Les Hawks aussi, parce que c'est jeune, même si à l'intérieur, Okumu peut taper dans le mur. On verra, c'est rigolo.
Et ben on va suivre et ça. Et puis les Knicks, qui jouent pas spécialement bien. Hier, on a vu un Karl Anthony Towns énervé et énervant. Voilà. Mais c'était pas trop l'image qu'il renvoyait quand même depuis... Ouais. Mais... Parce que personne regarde Minnesota. Ouais, mais non, mais... Enfin, Minnesota d'il y a 7-8 ans. Franchement, c'est quand même une réussite pour l'instant, on peut le dire. Dans ce trade-là... Des matchs comme hier, même s'il met le dagger et tout, il est... Ouais, bon. On suivra ça. On va quand même aborder un peu ce NBA Paris Game, forcément. Les NBA, on a de la chance d'en avoir 2. Tiens, avant toute chose, en parlant de NBA Paris Game, est-ce que vous vous souvenez du premier ? Est-ce que ça vous parle ? De cette série ? Non, le premier match NBA à Paris. Il y avait des... Alors, pas NBA, c'était un San Antonio New Orleans. Alors, il y a eu un San Antonio Memphis. C'est la dernière fois que San Antonio est venu, c'était en 2003. Ouais. Ça avait déjà été... Ils avaient joué à Villeurbanne aussi. Non, bien avant, il y en a eu plein. Mais ils jouaient le McDonald's. Ça, hein. Non, mais pas entre eux. Ah oui, c'était un match de pré-saison, mais avec 2 équipes NBA. Mais j'avoue que j'ai regardé, je ne savais pas, c'était en 94, non ? C'était 2 équipes qui étaient assez bonnes à l'époque, avec des bons joueurs, Golden State et Charlotte. Donc il y avait Chris Mullin, Tim Hardaway. On en a eu quand même, il y en a eu un petit paquet, il y en a eu d'autres. Après, il y en a eu d'autres. Mais ce premier-là, voilà. Et là, de cette série-là, c'était Milwaukee contre Charlotte aussi. Oui. Il y avait encore... C'était le dernier match de Nicolas Batum sur le terrain avec Charlotte. Avant le Covid. Après, on a eu Détroit, Chicago. Ouais. L'année dernière, c'était Cleveland. Indiana. Non, les Nets, pardon. Cleveland contre les Nets. Ouais. Voilà. Et là, il y avait eu la coupure Covid. Et là, c'est un match de... Les Pacers, c'est un finaliste de conférence, c'est un finaliste de NBA Cup. Ça a des joueurs référencés quasi All-Star comme Siakam, Turner et bien évidemment Haliburton. Le public français va découvrir le petit Nembhard, va découvrir peut-être Obi Toppin, qui est quand même un bel avion de chasse. C'est le petit McConnell, qui est dans le meneur backup, qui est dans les tout meilleurs backups de la Ligue. Un coach historique, Rick Carlisle, une histoire. Bénédicte Mathurin, qui est quand même un avion de chasse aussi, lui, canadien et haïtien, qui parle couramment français comme Pascal Siakam. S'il y en avait un là, pour ceux qui justement regardent pas Indiana toute la saison, c'est quand même lequel qu'il faut regarder à Indiana ? Difficile. Celui qui marque les esprits, c'est Haliburton, parce qu'il a fait Team USA, parce qu'il y a toujours de la hype autour de lui, qu'il était All-Star l'année dernière, que le All-Star Game étant à Indianapolis en plus. Voilà, il symbolise un peu ça, mais Siakam, il est champion NBA quand même, hein, on va le rappeler. Bien sûr, avec Toronto. Avec Toronto, il fait partie des joueurs qui, sur son poste, reculent devant peu de gens. Non, puis qui a clairement fait passer un cap à Indiana en arrivant l'année dernière. On se rend compte, alors la vitesse à la taille d'un Toppin, tout ça, en plus contre Victor, quoi. Contre Victor et des Spurs qui restent sur 4 revers de suite. On va en parler, ouais. Voilà. C'est un début d'année 2025 un peu compliqué. 3 revers de rang et 6 défaites en tout en 2025. Il y a un petit coup d'arrêt là pour les Spurs en arrivant à Paris. Qu'est-ce qui prédomine quand même si on doit faire un bilan des Spurs avant ce match ? C'est du positif. Sur le début de saison, c'est une équipe qui avait gagné 22 matchs l'année dernière. Elle est à 19, on est à mi-saison. C'est ça. Donc clairement, elle est dans ses clous. Le pourcentage de win est bien plus élevé. Maintenant, l'espérance de play-in, il est à 40 matchs gagnés dans la saison. Donc ils étaient pendant longtemps à 46. À la barre 46 quoi. 46% de victoire. Oui, mais c'est à 40 victoires. Oui, 40 victoires. 40 victoires, c'est quasiment... C'est bizarre, du coup. 40 victoires, c'est quasiment 50%. C'est ça. 50%, c'est 41 victoires. Je le répète, ici, ça a été avec toi ou avec Nico, moi je pensais qu'une très bonne saison des Spurs, c'était 35. C'est vrai. J'espère qu'ils seront au-dessus. Je suis pas sûr qu'ils soient à 40. En tout cas là, ils sont à 3 en dessous. Ils sont à 19-22. Et ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas été en dessous. Je vais pas dire qu'il est impératif de gagner au moins un des deux, mais il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux, d'autant qu'après, ils ont des matchs à la maison, qu'ils avaient mal fini ce trip à l'Est, et puis qu'après, ils auront un long, le fameux rodéo trip des Spurs.
Mais Victor est étonnant, il peut porter son équipe. Chris Paul, là, dans le match contre Miami, était aux abonnés absents, même si les stats sont faussés par une fin de match en trompe-l'œil. Voilà, ils n'ont pas été bons du tout à Miami. C'est une équipe jeune, des garçons comme Vassell sont en développement, Champagny, le petit Castle là, qui fera le concours de dingue d'ailleurs. Oui, Stephen Castle, voilà, qui était rookie. Ils ont explosé complet contre Miami. Ils mènent 30-20 à la fin du premier, et derrière ils mettent plus un panier. Ça, c'était un peu les Spurs de la saison dernière. Ils nous avaient moins habitués à ça cette saison. On n'avait pas l'impression qu'on a depuis le début. Qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, qu'ils respectaient alternance de pénétration, shoot externe, un petit peu de post-up, un petit peu de jeu au-dessus, du jeu rapide, donc à partir d'une défense solide. Leur défense est en train de partir, il faut qu'ils resituent leur défense. Et quand même un Victor qui domine tout le long du match. Là, on l'a vu un petit peu des fois. Dès que Victor s'est éteint contre le hit, c'est toute l'équipe qui s'est éteinte. Exactement. Et donc, ça reste quand même. Il n'y a pas eu cette organisation, et c'est là où il faut défendre ensemble dans ces moments-là pour faire des stops, rester dans le match, etc., etc. C'est une équipe jeune. C'est une équipe jeune qui a bien performé. Entre bien performer et surperformer, c'est parfois tenu. On verra. Est-ce que plus globalement, est-ce que justement c'est une équipe jeune, elle peut encore essayer d'espérer le play-in? Est-ce que il faut changer quelque chose dès cette saison, ou c'est... Je pense pas que ce soit... C'est pas l'idée. Ah non, ce serait... Pas pendant la saison, ou alors vraiment une opportunité exceptionnelle, mais elle n'est pas là. Après, ils ont un volume de joueurs intéressants qui peuvent intéresser. J'en sais rien, tout peut arriver dans le business. C'est pour ça de rentrer dans j'ai entendu les insiders. Ok, mais tout peut arriver. Le marché, pour l'instant, il est bloqué parce que un des deux joueurs de NBA de très gros salaire qui a une no trade clause va prendre une décision. Et d'ici le 6 février... Ouais, ça approche. Ça fait 15 jours, à peu près. Un peu plus. Ouais, ça approche, mais il y en a pour qui ça peut être long, hein, de prendre des tôles et de laisser passer le wagon de la saison. Ouais. C'est vrai. Pour revenir un petit peu à Victor, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Est-ce qu'on peut attendre même presque un carton jusqu'à... Baptiste. Vous n'aimez pas cette question? Mais c'est stupide. Victor, lui, j'ai le sentiment que ce qu'il attend, comme tous les mecs, c'est de gagner au moins un des deux matchs. Plus que de faire des stats. Mais on s'en fout de vos stats. Mais arrêtez avec ça. Je pose la question. Mais non, te pose pas la question. Un basketteur, c'est quoi sa stat la plus importante? La victoire. Bon, c'est ça, la première. Alors après, c'est sûr qu'il préfère gagner en mettant 18 points, 15 rebonds, que perdre en mettant 37 ou 40. C'est ça que vous voulez? Qu'ils prennent une tôle et qu'ils en mettent 37, 40? Ou vous préférez qu'ils fassent 20-15 et que les Spurs gagnent? Je pense qu'il y a des gens qui, s'ils ne voient pas Victor marquer 40 points, ils seront un peu déçus. Ah oui, mais Antoine Dupont, mais pas 25 points à chaque match. Ouais. On sait que Kylian Mbappé peut avoir des moments où il met moins de buts. Les sportifs, ça performe en fonction d'eux-mêmes. Et puis nous, il y a des mecs en face, en plus, dis donc. Et puis ils sont parfois organisés. Et ils ont parfois du talent. Et t'as une pancarte dans le dos. C'est une opposition. Si Victor est à droit externe, il va désengorger tout et il pourra jouer et les autres auront plus de place. S'il est moins à droit, il y a plein de paramètres. Et puis t'as les clients en face, hein. Miles Turner, Pascal Siakam, Obi Toppin, Thomas Bryant, des mecs physiques qui vont vite d'un cercle à l'autre, une équipe qui aime courir. Oh, c'est pas musical, là, c'est match. Je voulais pas vous énerver. Non, mais il faut surtout pas me dire que des gens préfèrent qu'il en mette 37 et perdre que faire 20-15 et gagner. Malheureusement, c'est une réalité. Mais je vous suis sur votre avis, en tout cas. Oui. Ne pensez pas que moi, je veux je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens comme ça. En tout cas, j'ose l'espérer. Et puis, quand bien leur face.
Bon, on va parler du coach aussi, parce que c'est quand même le grand absent, finalement, Greg Popovich, qui sera encore... J'allais dire, avec Carlisle, il est là. Oui, mais on oublie. Le druide, oui, Greg Popovich. Et donc, Mitch Johnson, du coup, qui est le coach intérimaire, on peut en parler un petit peu aussi, parce que c'est... C'est typiquement, en plus, dans un renouvellement de staff, parce qu'à force, depuis Budenholzer jusqu'à Udoka, jusqu'à tous l'arbre généalogique des coachs qui ont été entre guillemets formés par Greg Popovich, il est absolument immense. Il peut prendre la relève, mais il l'a prise à plus long terme. On verra. Oui, ça dépendra aussi. Les résultats, parce qu'il y a un process à établir. Quand il y a eu Robinson, qui a été numéro 1 de draft en son temps, au bout d'un moment, il y a eu un changement de coach. Ça a fait venir Greg Popovich. On ne peut pas dire que les Spurs soient une franchise qui utilise trop le changement de coach dans son fonctionnement. Mais Mitch Johnson fait du bon boulot. On voit qu'il était le coach qui accompagne Victor. Et c'est assez rare qu'un head coach, ce qui se passe en ce moment, soit sur le terrain en train de faire le pré-échauffement d'avant-match, et qui reste au contact de Victor avec les petites routines qui ont un lien avec ça. Hein. C'est un fonctionnement. Vous savez, c'est une longue histoire. Hein. Victor, il est à 110 matchs, à peu près de 105-110 matchs de NBA. Pour être champion la première fois, Michael Jordan a mis 7 ans. Pour être champion la première fois, LeBron James a mis 8 ans. Oui, 7-8 ans. 8 ans. Ouais. En 2011, il perd. Ah oui, il perd, oui. 9 ans. 8-9 ans. Eux, ils ont fait 100 matchs. Ah, c'est tout ce qui entoure Victor. Donc, moi, j'espère qu'au 300, 400e, ils seront des candidats au titre ou au 250e. C'est ça qui est intéressant, c'est regarder l'évolution. Ouais. C'est pas se poser en juge ni des stats, ni d'une action, c'est un global. Et pour l'instant, le développement de Victor à travers Mitch Johnson fait partie du truc. Et à mon avis, derrière Greg Popovich, il était vraiment celui qui... Écoute, il gagne des matchs à peu près jusqu'à maintenant. Il est très jeune encore. Hein. Oui. Il est plus jeune que Chris Paul. Ça peut arriver. Non, mais c'est aussi assez rare en NBA des coachs aussi jeunes. Oui. Et c'est assez rare aussi d'avoir un joueur de haut niveau aussi vieux. Surtout en passe de l'honneur. Voilà, non, bah oui, c'est la vie, ça. Hein. Ça peut arriver. Il y a du changement aussi aux Spurs. Changement aux Spurs, oui et non, parce qu'on sent l'ombre de Popovich. Oui. Même quand tu marches dans les couloirs là-bas, il est partout. Après, surtout, ce qu'on va souhaiter à Greg Popovich, c'est de bien se remettre, de voir s'il y a moyen de revenir proche de l'équipe. J'en sais rien. Les Spurs... c'est un peu la grande muette parfois. Ils ont ce côté-là, même si ça avait été amplifié à l'époque de Kawhi, mais c'est une institution, donc on verra. Mais Mitch Johnson fait du bon boulot jusqu'à présent. Eh bien, ce sera à voir cette semaine. Ouais, on va se régaler. Plein de choses. C'est le genre de semaine où on est content d'aller au boulot. On est toujours content d'aller au boulot, mais c'est vrai qu'on est vénard de les avoir ici et on essaye de faire partager avec tout le monde autant que peut. Tant que faire se peut, voilà, je sais plus quoi. Il y aura de quoi faire, hein, donc NBA Extra tous les jours à partir de demain à l'Accor Arena. Tous les jours d'abord et à l'Accor Arena à partir de demain, c'est ça. Et les matchs, donc 20h le premier jeudi, il y aura une prise d'antenne à 18h30 et le deuxième samedi à 18h avec une prise d'antenne à 17h. 17h, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Même moi, je suis au courant, donc vous avez qu'à voir. Heureusement, il faut quand même que vous soyez là. Oui. C'est quand même mieux. Bon, voilà, vous avez tout. Vous pouvez nous suivre sur Bein et puis on reviendra très bientôt aussi pour le podcast. Salut. Ciao.